Quand on est entrepreneur, on passe toujours par des phases plus ou moins extrêmes, les fameuses montagnes russes émotionnelles. Que ce soit de grosses réussites qui font rayonner votre entreprise ou des échecs démentiels qui viennent à bout de vos affaires, les hauts et les bas sont nombreux et inévitables dans le métier. Mais comment ça se passe quand on vit une descente qui nous amène à frôler la catastrophe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur en période de crise? Et surtout, comment il s'en relève? Aujourd'hui, il faut que je vous fasse part du pire cauchemar de n'importe quel homme d'affaires. Laissez-moi vous raconter l'épisode le plus fou de ma carrière entrepreneuriale. Le jour où j'ai foiré un projet à 500 000 € et accessoirement enchaîné 2 procès. En 2002, je m'entoure de quelques développeurs dans l'optique de lancer une start-up pour combler nos propres besoins en e-commerce. À l'époque, je travaillais sur la conception d'un panier e-commerce plus efficace et optimisé que ceux qu'il y avait jusque-là. Et évidemment, je ne pouvais pas faire ça seul. On a donc développé ce projet à notre rythme pendant plusieurs mois jusqu'à ce que l'entreprise gagne bien en qualité et qu'on puisse la revendre. Une fois l'entreprise revendue, je me suis fait une réflexion. Et si on développait le même projet, mais en open source cette fois? En effet, le projet de panier du futur sur lequel on avait travaillé avec la start-up précédente avait pas mal d'avenir. Je me suis donc dit que la même chose en open source irait probablement plus loin, prendrait plus d'ampleur et serait plus intéressante que l'affaire d'avant. Alors, l'idée du projet s'est dessinée dans ma tête. Au début des années 2000, la plupart des sites proposaient des paniers qui ne concernaient que les marques des sites sur lesquels ils étaient, et aucun outil comparateur de prix entre les marques et les vendeurs n'existait. De ce fait, lorsqu'on souhaitait acheter différents produits en ligne, c'était vite une épreuve chaotique. Notre projet voulait résoudre ce problème. Et pour ce faire, il s'agissait de créer un système de panier unique et intelligent, capable de rendre la navigation et les achats des internautes beaucoup plus pratiques et faciles. Alors pourquoi l'open source, me demanderez-vous? Comme je vous l'ai dit, j'étais dans l'optique de construire un projet ambitieux qui prendrait de l'ampleur et sur lequel des dizaines voire des centaines de personnes s'impliqueraient et contribueraient à son évolution et son amélioration au cours du temps. Sans attendre, je me suis rapproché du PICOM, une grosse structure faite pour encourager l'innovation dans le secteur du digital, pour ensuite devenir partenaire de l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Nous étions alors autour de l'année 2008. Comme vous vous en doutez, ces partenariats-là nous permettaient de partir avec plus de moyens, plus de réseaux et plus de contacts potentiels. Par la même occasion, c'était un bon moyen de s'entourer de personnes sérieuses et motivées pour innover dans le monde du digital. Le problème, c'est qu'il nous fallait de l'argent. Le développement du panier n'allait pas se faire seul, et avant de lancer le projet en open source, il fallait avoir un système de base bien solide. Et évidemment, les développeurs ne travailleraient pas gratuitement. À ce moment-là, 2 options s'ouvraient à moi. Soit je demandais un financement, soit je faisais un prêt bancaire pour financer directement le projet. Et finalement, j'ai fait les deux. J'ai en premier lieu déboursé 180 000 € de ma poche, qui venait tout droit d'un prêt bancaire pour le coup. Et j'ai ensuite demandé un financement pour couvrir le reste des frais, les locaux, les développeurs, les intervenants, la communication, etc. À ce moment-là, celle qui était ma copine de l'époque nous a rejoints afin d'apporter son aide dans l'entreprise. Et ce détail prendra son importance plus tard. Une fois entouré d'une petite équipe composée de développeurs, de graphistes, de commerciaux et d'un chef de projet, on a lancé le projet avec un framework optimisé pour nos besoins, Ruby on Rails pour ceux qui connaissent. Tout était prêt. Nous étions alors en 2008 et l'aventure ne faisait que commencer. Pendant que mes collaborateurs avançaient sur la construction et l'élaboration du panier, je me suis concentré sur une seule chose, des clients intéressés par le projet. Bien sûr, à ce stade, la version qu'on avait n'était qu'une version bêta. Et elle était loin d'être totalement prête. Il y avait des bugs, plusieurs problèmes opérationnels. En somme, la solution n'était clairement pas finalisée. C'était d'ailleurs d'autant plus compliqué que les développeurs qui maîtrisaient bien la technologie étaient rares et difficiles à trouver. Et ça a été le début des galères. Et très vite est arrivée la descente aux enfers. Quelques semaines plus tard, on s'est pris 2 procès par certains de nos clients puisque la plateforme n'était pas complètement stabilisée. J'ai essayé tant bien de mal de régler les litiges à l'amiable et de me concentrer sur les autres clients qu'on tentait d'avoir en parallèle, mais rien n'y fait. En 2012, on a dû mettre fin à tout. Toute l'équipe que j'avais constituée jusque-là a volé en éclats. Les 14 collaborateurs ont dû quitter le navire en rentrant bredouille. Et pour couronner le tout, ma petite copine qui m'avait accompagné sur le projet m'a lâché lors de la dégringolade de la boîte. J'étais assommé. C'est ainsi que j'ai perdu plus de 500 000 €, la confiance des utilisateurs de notre plateforme et énormément de temps et d'énergie. Pourtant, sans cet échec, sans cette expérience catastrophique, j'oserais presque dire, je ne serais pas l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Car de cette galère, j'ai beaucoup appris. Et c'est en grande partie ce qui m'a permis de bâtir des entreprises à succès depuis. Si je devais vous faire part des enseignements que cette mésaventure m'a enseignés, je structurerai mon propos autour de 3 points fondamentaux. La préparation du projet, l'attitude de l'entrepreneur vis-à-vis du projet, et enfin, la perte acceptable.
En premier lieu, cette expérience m'a appris que la préparation du projet est une étape indispensable à toute entreprise. Avant de faire appel à une équipe et d'engager des frais, développez votre MVP autant que faire se peut. Le MVP d'un projet, c'est la version d'un produit ou d'un service qui rassemble toutes les fonctionnalités élémentaires lors de son lancement sur le marché. L'objectif de la démarche, c'est vraiment d'économiser vos efforts sur la création de l'offre, qui peut prendre beaucoup de temps, tout en apprenant un maximum sur les attentes et les besoins de vos acheteurs potentiels. Cette étape permet de savoir précisément ce que vos acheteurs attendent et ce que vous pouvez leur proposer de façon certaine. Tant que votre MVP n'est pas totalement abouti et testé, ne faites rien. Dans un second temps, cet échec cuisant m'a forcé à recentrer mon attention sur mon attitude. En lançant ce projet de panier e-commerce, je vous avoue avoir été un peu fougueux, un peu tête brûlée même. J'avais les yeux plus gros que le ventre et je me suis laissé enflammer. J'ai énormément cru à ce projet sans même recueillir dès le départ assez d'informations à son bon déroulé. En fait, j'ai mis toute mon âme et mon espoir dans ce projet, sans être certain d'avoir les moyens et les fonds nécessaires à la viabilité du projet. Et effectivement, en y regardant bien, il m'aurait fallu 4 à 5 fois plus de fonds. Au vu des dépenses à engendrer pour avoir un produit propre, 500 000 €, ce n'était clairement pas assez. Par exemple, PrestaShop, la plateforme de création de boutiques virtuelles, levait 3 millions d'euros en septembre 2011 pour développer leur structure. Et je vous parle même pas de la levée de fonds de Magento avec eBay en 2010 qui s'élevait à plus de 22 millions d'euros. Voilà, pris par la passion du projet et le manque d'expérience, je n'ai pas adopté la bonne attitude pour réussir. Pourtant, elle est fondamentale et mon exemple le prouve. Alors n'agissez pas dans la précipitation. Soyez certain de toujours être guidé par votre raison et ne laissez pas les émotions interférer dans le développement de votre projet. C'est comme en bourse. Le bon investisseur n'est pas guidé par les passions, mais par l'analyse et par la préparation. Enfin, j'ai appris qu'il vaut mieux raisonner en perte acceptable plutôt qu'en recherche de gains attendus. Le raisonnement en perte acceptable est simple. Il s'agit d'essayer quelque chose en sachant ce qu'on peut perdre dans le pire des cas, en sachant quelle perte on peut se permettre. Souvent, on parle de perte financière, mais il faut savoir que le raisonnement en perte acceptable ne se limite pas à ça, et qu'il peut aussi englober le temps qu'on peut se permettre de perdre, l'énergie qu'on peut se permettre de perdre, ou encore les relations. Pour prendre un exemple concret de ce mode de raisonnement, imaginez un salarié qui quitte son entreprise dans l'optique de lancer un projet. Ce salarié a environ 10 000 € de côté et des journées entières pour travailler sur son idée. Il sait par ailleurs qu'il a besoin de 2 000 € chaque mois pour vivre. Partant de ça, il peut se dire « Je vais travailler 5 mois sur cette idée, et si ça ne prend pas, je retourne à mon poste de salarié. » Alors, il raisonne en perte acceptable. La perte maximale de temps et d'argent est connue à l'avance. Le risque est parfaitement contrôlé. D'ailleurs, le bonhomme en question n'a aucune idée de ce qui va se passer pour lui dans les mois à venir. Va-t-il générer des revenus avec son projet? Si oui, combien? Sinon, que se passera-t-il? Raisonner en perte acceptable est donc intéressant pour l'entrepreneur qui, plutôt que de se concentrer sur les gains hypothétiques, va se concentrer sur la somme d'argent et le temps qu'il est sûr de pouvoir perdre. Malheureusement pour moi, j'ai découvert le concept de perte acceptable bien après cet épisode douloureux. Et si je l'avais connu plus tôt, l'aventure aurait été alors bien différente, parce que j'aurais su concrètement ce que j'étais prêt à perdre. Quelle somme d'argent? Quelle quantité de temps? Quelle énergie? Quelle relation? Aussi, je n'aurais pas eu à tout reconstruire ensuite. Je n'aurais pas eu à affronter des semaines de souffrance suite à ma rupture avec ma copine de l'époque. Je n'aurais pas eu à subir des procès suite à des problèmes avec des clients. Et c'est là la force du raisonnement en perte acceptable. Et heureusement, ce retour d'expérience vous sert à vous maintenant. Mais même avec les meilleures méthodes et modes de raisonnement, la vie d'un entrepreneur n'est pas toujours chose aisée, loin de là. Malgré ce que certains prétendent, l'entrepreneuriat n'est pas forcément salvateur. Parfois, il est même destructeur dans la vie de ceux qui ne sont pas prêts aux risques que ça implique. Et pourtant, quoi qu'il arrive, l'entrepreneur motivé est prêt à surmonter les chocs, les échecs et les pertes, à condition qu'il s'entoure bien. Suite à ce grand échec, j'ai beaucoup réfléchi à mon rapport à l'entrepreneuriat, à mes projets et à ce que je cherchais fondamentalement. C'est ainsi que mon attention s'est recentrée sur l'idée de créer des projets durables, beaucoup plus résilients que le projet que je venais de rater. Et là, j'ai compris l'importance de la résilience cognitive. La résilience cognitive, c'est la capacité à conserver des performances cognitives saines après un choc, et même à les perfectionner. Là où l'entrepreneur classique se contentera de surpasser les difficultés et les chocs comme il peut, l'entrepreneur soucieux de sa résilience cognitive fera de chaque difficulté et traumatisme un moyen de renforcer ses habiletés mentales et réflexives. Un entrepreneur qui travaille sa résilience personnelle lancera des entreprises résilientes. Mais comment travailler sa résilience personnelle? Comment faire en sorte que chaque problème propre au métier constitue un moyen de développer son mental et son entreprise? Tout ceci, je vous en parle dans ma newsletter dédiée aux entrepreneurs. Au programme, un mail chaque semaine dans lequel vous trouverez des conseils actionnables pour développer votre croissance grâce au digital et des idées pour mieux penser en tant qu'entrepreneur.
Le nerf de la guerre quand on entreprend, le meilleur moyen de travailler sa capacité à devenir résilient, c'est de s'entourer de ceux qui ont à nous apprendre. Alors, rejoignez ma newsletter maintenant et on se retrouve dans les coulisses. C'était Quentin Touzard et je vous dis à très vite.